Qu'est-ce que c'est qu'une décision ? C'est une stratégie de choix d'adaptation. En fait, pour notre cerveau, il va envisager ces différents scénarios et il va en retenir un. Ce scénario qu'il va retenir, contrairement à ce qu'on pourrait croire, n'est pas basé sur la raison. Eh bien, elles sont basées sur des états de tension. Bonjour Guillaume. Bonjour Arnaud. Expert en neurosciences et sciences cognitives, qui n'a absolument pas le profil commun d'un neuroscientifique tel que je l'entendais, c'est-à-dire t'as pas de doctorat en neurosciences. Exactement. Tu as que le bac et pourtant ça t'a pas empêché d'aller pendant 20 ans autour du monde, que ce soit aux États-Unis, en Asie et partout ailleurs, prêcher la bonne parole, à vraiment, si j'ai bien compris ce qu'on s'est dit au téléphone tout à l'heure, c'est vraiment de comprendre qu'est-ce qui nous met en avant. Et comme je t'ai dit, c'est très aligné avec ce que je fais, ce que j'incarne, j'espère, depuis longtemps. C'est donner ce, on m'appelle souvent fire starter en anglais, c'est donner ce petit truc qui fait que tu veux aller de l'avant, que tu fais que tu te mets en mouvement. Donc toi, tu réfléchis sur qu'est-ce qui nous met en mouvement. Donc on va avoir une conversation passionnante. Pourquoi la neuroscience ? Qu'est-ce qui a fait que ? Ah, ça, c'est une histoire un peu particulière, ça. Le hasard et la curiosité, surtout. J'avais la chance d'être dans un lycée spécialisé où j'avais cours que le matin. Et donc, avec une structure académique un peu particulière. Et forcément, quand on réfléchit un peu différemment, à 15-16 ans, on se pose plein de questions. Et il se trouve que les réponses étaient de l'autre côté de la rue, puisque en face de moi, j'avais la faculté de sciences cognitives. Et j'ai découvert que à midi 01, quand j'avais fini mes cours, j'avais juste à traverser la rue et que je pouvais me taper l'incruste dans les amphis en électron libre. Et ce qui fait que j'avais 4 heures de cours le matin et je passais 7h, 8h, 9h les après-midi en électron libre à découvrir les neurosciences, les sciences cognitives. Enfin, d'abord les sciences cognitives et un peu plus tard les neurosciences. Okay. C'est presque une référence à Macron. Macron qui disait qu'il fallait traverser la rue pour trouver un job. Toi, c'est pour traverser la rue. Tu as commencé ta nouvelle carrière à 16-17 ans. Alors, carrière, découverte vers 15-16. Mais à 19 ans, tu es prof vacataire, c'est ça ? Ouais, c'est ça. 19-20 dans ces eaux-là. En tout cas, à 19 ans, c'est certain, j'étais déjà en train de filer des conférences à l'université. Parce qu'au départ, les neurosciences, les sciences cognitives, ça intéressait que ce milieu. Et puis, j'ai été détecté par la Direction Générale pour l'armement. Et c'est ça, fin 19 ans, début 20 ans, j'ai commencé à être prof vacataire là-bas. Et je me suis découvert une passion. Quels sont les grands déclics de ta vie ? Qu'est-ce qui a fait que toutes les choses qui ont fait que tu es devenu la personne que tu es aujourd'hui ? Autre que même juste expert en neurosciences et sciences cognitives. Un principe fou que j'adore et que j'ai appliqué, mais intensément. Ouais. À l'époque, j'allais souvent sur des dîners avec mes parents, où il n'y avait que des bonhommes de 50, 60 ans. Ouais. Et j'attendais désespérément les fins de dîner, parce que je savais qu'après, les bonhommes sortaient un peu en terrasse, avec un Dijon, un cigare, une cigarette. Et ils avaient tendance un peu à se livrer aux gamins que j'étais. Tiens. Et j'adorais être là, en fait, dans ces moments un peu intimes avec eux. 12, 13 ans, 14 ans ? Ouais, même peut-être encore un peu plus tôt, tu vois, vers 10 ans, quelque chose comme ça. Et un jour, il y en a un d'entre eux qui m'a dit « Essaie de retenir ce principe-là. Quand 2 chemins se présentent à toi, prends toujours celui que tu connais pas. » Toujours. Et je l'ai regardé, il me l'a dit avec une espèce d'intensité de dingue. Je pense pas qu'il ait pu penser à un seul instant que j'allais vraiment suivre ce conseil. Mais en réalité, je l'ai suivi. Mais quand je te dis à la lettre, c'est à la lettre. Et au point où, tu sais, quand tu as 15-16 ans, tes parents te disent « Ah bah tiens, on a un dîner ce soir, on te laisse la maison. » Ouais, je sais ce que je vais faire si je reste à la maison. Mais si je vais à ce dîner ou si je vais à cet endroit, qu'est-ce qui se passe ? J'en sais rien. Et la mort dans l'âme, j'y allais quand même. Alors des fois, je m'emmerdais comme un rat mort, mais des fois, j'ai fait des rencontres absolument fascinantes. Et sincèrement, je pense que c'est vraiment ce principe qui a créé tout mon parcours de vie depuis ça, depuis 13-14 ans. Et quels sont les autres moments dans la vie où tu t'es dit « je suis vraiment aligné, je suis vraiment à ma place ». On a très bien compris que c'est une passion depuis très 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 jeune pour toi, la neuroscience. Mais ces autres moments où tu t'es dit que ce soit, tu étais sur une conférence ou en coaching, en accompagnement, on y viendra plus tard, ou alors en tant que formateur dans ton école, je suis exactement à ma place, je suis aligné. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que tu as ressenti dans ton corps à ce moment-là ? C'est ce que je cherche quasiment tous les jours. Il y a un moment bien particulier. En fait, ce qu'on enseigne est vraiment très puissant, à la fois dans la capacité à agir des gens, mais surtout sur la découverte de soi. Et lorsqu'on a les gens comme ça en formation ou en conférence, je plonge mon regard dans le leur. Et à un moment donné, je vois cette étincelle. Mais vraiment, il y a le moment où on voit le déclic. Dans le regard de la personne. Tu vois quelque chose ou pas, moi ? Ça monte. Je sens les braises là, qui commencent à prendre un peu. Là, et d'un seul coup, il y a ce moment de déclic, il y a cette révélation qui se crée, et elle se lit dans le regard. Et à ce moment-là, c'est quasi orgasmique. Vraiment, je me dis, yes. Là, voilà, je sais pourquoi je suis là. Alors,
je voudrais répondre à certains potes qui sont complètement entrepreneurs, absolument pas non intellectuels ou scientifiques, pseudo-sciences, peu importe. Et ils me disent, qu'est-ce que c'est avec ce truc de neurosciences, c'est trop intellectuel. Moi, je veux un truc concret, pragmatique. Réponds-leur, qu'est-ce que la neuroscience pour, on va dire, un entrepreneur lambda ou quelqu'un d'ambitieux qui s'en fout de la science, qui s'en fout de tout ce qui est intellectuel, qui lit très rarement et qui veut juste avancer dans la vie. Comment ça va lui servir ? Comment et quand ça va lui servir ? Cette question-là, t'imagines même pas. Aujourd'hui, maintenant, les neurosciences sont relativement popularisées. Mais je te laisse imaginer, il y a plus de 20 ans, je me pointais dans une boîte, j'allais voir le DG. Bonjour, Guillaume Mathias, je suis expert en neurosciences, en sciences cognitives appliquées. Le mec me regardait, il me disait félicitations, vous êtes bien jeune, mais on n'est pas malade. Et les neurosciences étaient vraiment uniquement dédiées au cas clinique. Ouais. Et c'est exactement ça que je devais leur expliquer. Que fait une boîte ? Elle va créer de la valeur. Et elle va créer une valeur monétaire. Mais la valeur monétaire ne naît pas de rien. Elle va venir de la monétisation de la valeur perçue. Mais qu'est-ce que c'est que la perception de valeur ? Comment on fait naître une perception de valeur chez quelqu'un ? Eh bien ça se joue dans le cerveau. Et là où on a une force d'impact énorme sur les entreprises, c'est qu'on les accompagne à savoir comment le cerveau de leurs interlocuteurs, leurs prospects, leurs clients, leurs fournisseurs créent une perception de valeur de l'expérience qu'ils vont vivre avec eux et qui vont être prêts à monétiser pour pouvoir créer de la valeur monétaire pour l'entreprise. Donc, c'est ultra pratico-pratique. Et d'ailleurs, moi, je suis expert en neurosciences, sciences cognitives appliquées. Moi, mon but du jeu, c'est pas faire de la recherche, c'est de faire de l'application de recherche. Et majoritairement dans les entreprises. Alors, moi, c'est une question qui me passionne et pour être transparent avec l'auditoire, il ne sait absolument pas les questions à l'avance. Donc, j'aime savoir juste ce qui te vient là tout de suite quand je te dis c'est qui tes autres rôles modèles en termes de neurosciences et sciences cognitives, que ça soit en France ou dans le reste du monde. Les gens qui t'ont vraiment compris une marque sur ton cerveau, sur ce domaine, par rapport à ce qu'ils ont écrit, ce qu'ils ont écrit. Le premier, spontanément, que j'adore, Jean-Philippe Lachaud. Jean-Philippe Lachaud. Ne pas confondre avec Philippe Lachaud, le metteur en scène de films comiques français. Oui, non, là c'est Jean-Philippe Lachaud. Il est neuroscientifique au CNRS et il a fait progresser de façon absolument pharaonique une fonction cognitive fondamentale qui est l'attention. Le système attentionnel, c'est lui qui va être responsable de la création de la réalité, de l'illusion dans lesquelles on évolue. Et il faut savoir qu'en science, pendant des décennies et des décennies, on a gardé une définition avec laquelle on devait travailler qui disait à peu près la chose suivante. L'attention, 2 points. Ouais. Tout le monde sait ce que c'est, mais nul ne saurait la définir. Ouais. Merci. Démerdez-vous avec ça. Alors que lui, il a vraiment fait faire des bonds de géant. Et j'ai adoré la façon à la fois dont il s'est attaqué à une vraie énigme, la détermination avec laquelle il a travaillé, la rigueur avec laquelle il a travaillé, et surtout qu'il ait fait ce travail de vulgarisation, de rendre ses travaux accessibles. D'ailleurs, je peux recommander un bouquin fantastique qui s'appelle Le cerveau attentif, ou Le cerveau funambule. Ils sont 2 bouquins absolument fantastiques. Toi-même, tu as écrit des livres, je crois, c'est ça ? Moi-même, j'ai écrit un bouquin qui s'appelle L'influence cachée du cerveau humain. Okay. Qui parle de... Vas-y, raconte. Qui va parler de ce moteur, tu en parlais tout à l'heure en introduction. Quel est ce moteur ? C'est ces états de tension qui nous mettent en mouvement. On est des organismes vivants, on doit de la faculté de mouvement, et on doit en permanence s'adapter à nos environnements, et qui plus est, qui sont en perpétuel changement. Qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau ? Comment naît l'envie, la tension intérieure qui crée le mouvement ? Et une fois qu'on arrive à comprendre ces mécanismes-là, eh bien, on comprend ce qui est à l'origine de toutes nos mises en mouvement, de toutes nos décisions, de toutes nos réactions, et ce, depuis la nuit des temps. Alors, je ne sais pas si tu sais, mais... je te le dis maintenant, donc on a la chance d'avoir dans le studio un certain Patrice Vialor qui est un coach depuis quelques années, coach et DSI informatique en même temps, et qui va lancer, d'ailleurs je l'annonce là, il ne le sait même pas, mais il va lancer son propre podcast dans quelques mois sur les mêmes domaines qui nous intéressent. Et quand je lui ai demandé, il a eu la chance de travailler avec toi aussi, quand je lui ai demandé qu'est-ce qui fait sa particularité, sa différence, son différenciateur, sa substantifique moelle, il m'a dit c'est vraiment l'art de prendre des décisions et d'appliquer de la neuroscience aux besoins de tous les jours. Ça me fait plaisir, ça veut dire que le message a réussi à être transmis, à être véhiculé. Pour toi, c'est quoi la prise de décision ? Explique-nous comment, concrètement, là, quelqu'un nous écoute dans sa voiture, il doit prendre une décision s'il doit, je ne sais pas, par exemple, arrêter son entreprise, reprendre un job, ou entre 2 jobs différents, ou divorcer, ou peu importe. Qu'est-ce que tu lui conseilles de faire ? Qu'est-ce que c'est qu'une décision ? Qu'est-ce que je lui conseille de faire ? Déjà, je lui conseille de se garer sur le bas-côté et de prendre 4 heures devant lui. Vous m'entendez ? Alors... Si vous écoutez le podcast, vous vous garez d'abord. Okay ? D'abord, on se gare. Non, qu'est-ce que c'est qu'une décision ? C'est une stratégie de choix d'adaptation. En fait, pour notre cerveau,
On appelle ça une décision à chaque fois que notre cerveau a une pluralité de choix adaptatifs. Et donc, il va envisager ces différents scénarios et il va en retenir un. Ce scénario qu'il va retenir, contrairement à ce qu'on pourrait croire, n'est pas basé sur la raison. Nous ne sommes pas des acteurs socio-économiques de raison. L'homo economicus sur lequel on a tout basé au début 20e, Homo economicus c'est 1906, est totalement faux. On le sait depuis les années 80, on avait compris dans les années 80 qu'on était irrationnel, mais on n'arrivait pas à comprendre cette irrationalité. Depuis les années 2000, maintenant on comprend la logique qui se casse derrière. Et donc il faut savoir que nos décisions ne sont pas basées sur la raison. Mais dans ce cas-là, elles sont basées sur quoi ? Eh bien, elles sont basées sur des états de tension. États de tension de satisfaction, de désir, mécanique addictive, ou des états de tension aversifs, des choses que l'on ne supporte pas. Pour modéliser un peu l'état de tension aversif, rappelle-toi la dernière fois que tu t'es tapé le petit doigt de pied sur l'angle de la table basse. Là. Tu vois là cette sensation ? Voilà, c'est ça un état de tension aversif. C'est quelque chose que l'on ne supporte pas, il faut absolument que ça s'arrête. Et c'est comme ça que notre cerveau prend ses décisions. Mais il y a certainement quelques chiffres dont tu n'as pas conscience, c'est qu'en réalité, on prend en moyenne 35 000 décisions par jour. 35 000. La dernière fois que j'ai compté, on était à 34 000, t'es sûr ? Ah bah, on va recompter, Okay, on va se refaire un slide. Et sur ces 35 000, tu n'en as que 0,26% qui vont te porter à ta conscience. 0,26%. 0,26%. Donc, ce qui veut dire qu'il y a 99,74% des choses que tu fais, que tu décides, qui échappent à ta conscience et donc qui échappent à ta raison. Alors, comment faire avec ces 99,80%, ça ? Alors déjà, 99,74%, bah déjà les accepter. C'est déjà un premier point. La gratitude même pour eux ou pas ? Oui, bien sûr. Heureusement, on a absolument besoin en fait, d'accepter cette dynamique-là et arrêter de croire et de reprendre une posture un peu plus humble qu'on est en totale maîtrise, en totale rationalité de après, tout. Qu'est-ce qu'on fait ? Alors après, il y aurait des tonnes de choses à faire. Mais si, voilà, un conseil très simple, faites plus confiance à ce que vous ressentez qu'à ce que vous raisonnez. Mais alors, ça, moi, je suis un pur intuitif, je suis un pur instinctif. Aux dames de parfois ma boîte, j'aurais peut-être un peu plus stratégiste, mais je suis un pur intuitif. Quand même, parfois, je me dis, moi, j'ai 98% de ma vie, j'ai suivi juste mon cœur, mon intuition, ce que j'ai envie sur le moment. Mais de temps en temps, je me dis, est-ce que je devrais quand même ? Donc, à quel moment, peut-être les gens qui sont comme moi, là, c'est peut-être que je m'adresse plus à moi, les gens qui sont plus instinctifs de nature, et on est peut-être, je ne sais pas quoi, 10% de la population, parce que je pense que l'inverse est plus vrai, quand est-ce nous réfréner, dans mon cas ? Nous réfréner ou pas ? Ou tu dis non, continue à suivre pour toi. En fait, j'ai envie de te dire, continue à suivre. Okay. À moins que vraiment tu sens une pulsion là, à sauter de la falaise, machin. Bon, ok, tant qu'il n'y a pas de risque d'intégrité physique, tant qu'il n'y a pas de risque d'intégrité physique, d'accord. Let's go, écoute-toi. Il faut savoir que notre cerveau on perçoit 11 millions d'unités d'information chaque seconde de nos environnements. 11 millions. Ça rejoint le bain d'information globale de notre cerveau, c'est 400 milliards d'unités d'information. Et c'est avec tout ça qu'on prend la première décision au sein de notre cerveau. Alors, attends, je note comme 400 milliards, vous écoutez, 400... Mais combien de zéros pour être sûr 400 milliards d'unités d'informations traitées par notre cerveau chaque seconde. 11 millions proviennent de notre environnement. Ça fait combien de pourcents ? Ouh, je n'ai pas calculé ça. Mais s'il y en a qui veulent à un moment donné... mais vous donc pouvez ça, nous envoyer un petit feedback sur mon LinkedIn pour me dire combien de pourcents ça nous permettra d'avoir les chiffres la prochaine fois. Mais il faut savoir que 100% de nos décisions sont prises avec cet ensemble d'unités. D'accord. Mais lorsqu'on le pousse à notre conscience, on n'en utilise que 2000. Ok, donc il y a un filtre énorme. Et on essaye de créer un raisonnement, une logique, une cohérence avec 2000 unités. Alors que notre cerveau décide avec 11 millions d'unités d'informations perçues. Ouais. Entre les deux, je préfère réfléchir et prendre des décisions à partir des 11 millions que des 2000. Okay. Donc, oui, il y a une étape de contrôle quand même pour vérifier si on ne dérive pas trop. Et après... moi, le premier, j'ai vraiment tendance à vraiment écouter ce que je ressens. D'ailleurs, si j'écoutais les autres, toute ma vie, on m'a dit « fais pas ça, tu vas te planter ». Toute ma vie, voilà. Et à la limite, c'est quand on me dit « t'as raison, ça va marcher », que là, ça me crée des doutes et je me dis « je suis pas allé assez loin ». Ça résonne beaucoup chez moi aussi, moi qui ai changé, si tu regardes mon parcours, une quinzaine de fois de métier, donc ça résonne grandement. Et tiens, moi j'ai une question pour toi. Ouais, vas-y. Du coup, quand tu as changé une quinzaine de fois de métier, quand est-ce que tu as décidé de changer de métier ? En raisonnant ou en ressentant ? Pas que en ressentant. C'est à un moment donné, je pouvais plus dans tel domaine, dans telle matière, ou dans tel pays, ou dans telle circonstance, tel écosystème. Ça me nourrissait plus. Et chaque fois, je me dis, c'est vraiment what nourishes my soul.
Vraiment, c'est qu'est-ce que m'a besoin mon âme. J'ai eu ce besoin pour devenir ce que je suis, il faut que j'enlève ce masque, peut-être social, et il faut que je me lance, quelles que soient les répercussions. Je te donne un exemple. Donc moi, ça fait 10 ans que je suis coach, conférencier, entrepreneur dans le domaine du développement personnel. Et récemment, j'ai envie de retourner en 10-15% de mon temps à un métier qui était celui de stand-up comique. J'ai passé 5 ans de ma vie à Los Angeles, tous les soirs, devant les autres, à les faire marrer sur le français que j'étais à l'époque. Et puis j'ai tout mis ça de côté pour plein de raisons, parce que ça ne me nourrissait plus, etc., pendant 10 ans. Et là, ça remonte. Donc cet été, je m'ai créé un one-man show. Là, je l'ai produit pour la 5e fois hier. Je vais le reproduire pour une 6e fois en anglais, en Géorgie, figure-toi, devant 500 personnes dans un mois. Enfin, c'est pas le propos. Mais ce que je veux dire, c'est que... Et les gens me disent, mais pourquoi tu remets? Puis à 50 ans, personne t'attend dans ce domaine. Oui, mais j'ai besoin. L'autre jour, j'ai décroché... Enfin, l'autre jour, c'était hier soir, que je l'ai fait, hier ou avant-hier. Et même moi, je me dis, pourquoi je me lance? Mais la satisfaction personnelle quand j'ai fait le truc, de dingue, une résonance avec le public, et puis ces conversations qui... Pourquoi je suis revenu. Là, j'étais vivant, mais à 500%. J'ai besoin de constamment. Donc, moi, ça répond à ta question. Ah, mais complètement. Et tu vois ce ressenti profond en soi, là, eh bien, ce qui est responsable de ces ressentis profonds, c'est des neurotransmetteurs. Voilà, c'est des neurotransmetteurs, des neurohormones. Ce que sont les neurotransmetteurs. En gros, dans le cerveau, on a des neurones. Donc, ce sont des bouts de câbles. Comme si on avait des prises, tu vois, des rallonges. Et au lieu que les rallonges soient connectées entre elles de façon physique, il y a un espace entre 2 rallonges. Et ce sont des molécules qui communiquent entre les deux prises. C'est ce qu'on appelle des neurotransmetteurs. Des neurohormones, elles sont produites par le cerveau et ensuite elles descendent dans le corps. Ça, c'est les neurohormones. Okay. On a les neurotransmetteurs, les neurohormones. Et ils s'entendent bien. Ils s'entendent super bien. Ils sont potes, ils sont hyper complémentaires. Même, et chacun a besoin de l'un, de l'autre, et chacun est là pour se rattraper. Donc, c'est une magnifique biologie. Eh bien, ces ressentis-là profonds, tu vois, qu'on vit de façon viscérale, on a l'impression que c'est instinctif. Eh bien, en réalité, c'est la conséquence de la production de certaines neurohormones, neurotransmetteurs dans notre tête. Et moi, mon job, c'est de comprendre dans quelles conditions ces neurotransmetteurs sont libérés. Et on n'a pas tous les mêmes sensibilités. Comment tu fais pour comprendre ça? Alors là, pour le coup, moi, j'ai avalé des tonnes et des tonnes d'études, de thèses, etc., pour comprendre dans quelles conditions elles se libèrent. Donc ça, c'est en lab. Tu regardes quelqu'un ou tu passes du temps avec quelqu'un ou une entreprise, et en 10 heures, tu sais comprendre qu'est-ce que font les neurotransmetteurs, les neurohormones, c'est ça? Alors, les sensibilités de l'individu. On n'est pas tous sensibles aux mêmes neurotransmetteurs, aux mêmes intensités. Ça, c'est clair. Et en regardant ce que fait l'individu, finalement le résultat de sa mise en mouvement, eh bien, on sait ce que l'individu vient rechercher comme type de neurotransmetteur. Eh bien, tu sais quoi? On va passer à l'aspect pratique. Eh bien, écoute, t'es prêt? Let's go. On va m'utiliser comme guinea pig. Ok. Comment on dit guinea pig en français? Peu importe Ouais, attends, je le cherche. Bref, oui. peu importe. Ok. On ce que c'est. Guinea pig, c'est celui qui va suivre l'expérience. On va être le premier. Ça va être le cobaye. Le pionnier de l'expérience. Voilà, le cobaye. Moi, par exemple, on me prend moi. Donc, imagine que je suis un client et en 5-10 minutes, et voilà ce que tu peux faire. Moi, par exemple, j'ai 6 activités. Donc, je suis coach conférencier, coach d'individuel. J'en prends qu'un par mois, 2 sessions maximum. Coach d'équipe, surtout. Maintenant, on a notre plateforme Humanava, donc école de leadership. Et j'ai un événement Stand Up for Passion que je fais 1 fois, 2 fois, 3 fois par an, ça dépend. Parfois, je ne peux pas le faire pendant 2 ans. Encore une fois, c'est juste à l'instinct. Et si je trouve un peu un sponsor. Le dernier, on a eu de la chance. On a eu Thomas Pesquet sur scène il y a 2 ans. Enfin bref. Donc, j'ai toutes ces activités. Parfois, je me dis, mais pourquoi je devrais en éliminer 1 ou 2 ou 3 et me focus comme beaucoup juste sur l'une d'entre elles. Ce serait beaucoup mieux économiquement, tu vois. C'est clair. Mais elles me nourrissent tous et j'en ai besoin. Si je suis que conférencier et j'ai plus le terrain, j'ai besoin de coacher quelqu'un sur le terrain ou une équipe, je vois ce qu'il y a. Et pareil, mais si je fais plus de scène pendant un moment, ça me manque, j'aime aussi la scène. Donc, comment tu aiderais avec quelqu'un de sensibilité comme ça? Et puis, c'est clair que je suis un hypersensible, sûrement ADHD, ça c'est pas trop compliqué à le sentir. Donc, comment tu fais? Je ne veux pas trop m'arrêter de faire ces choses-là. Je les aime toutes. C'est un peu comme des bébés, c'est un peu comme des enfants. Elles me nourrissent l'un l'autre. Tu fais quoi avec un mec comme ça? Et en même temps, parfois, ça me fatigue quand même. Donc, avec un cas comme ça, qui est obligé d'aller dans d'autres activités qui sont connexes quand même, mais c'est beaucoup. Tu fais comment?
Qu'est-ce que tu Je fais dis? pas de miracle. Non, je plaisante. Ok. Cas irrécupérable. Désolé, monsieur. On vous aime Bon, bah, beaucoup. tant pis. Bonne Merci, chance. Guillaume. C'est fort. Au revoir. Non, en fait, déjà, avant même de chercher quoi que ce soit, Ouais, pourquoi tu voudrais changer quelque chose? ouais. Pourquoi? Ouais. Non, je veux pas changer. Est-ce qu'il y a un moyen d'organiser peut-être mieux encore mon esprit quand je pense à toutes ces choses? Mais Je pourquoi veux pas tu veux les changer. organiser mieux? Mieux, Si c'est mieux, il y a quelque chose qui te gêne. Mieux, peut-être. Parfois, je me dis, est-ce que l'une empiète trop sur l'autre? Et c'est ce que je me dis, mais malgré tout, je continue. Donc, c'est juste, tu vois, c'est juste là, est-ce que tu m'enlèves un doute ou pas? C'est je continue quand même, toutes, tu vois. Je les fais, je les mène à bien toutes. Mais quand même, parfois, je me dis, est-ce qu'il y a peut-être un moyen de mieux organiser mon temps sur chacune d'entre elles? Ou combien de pourcents, par exemple, je passe à chacune d'entre elles? Encore une fois, tu l'as compris, c'est plutôt instinctif. C'est un peu au gré de mes rencontres, au gré de ce qui se passe, que ce soit du input à output. Est-ce qu'il y a moyen quand même d'organiser un peu mieux dans mon esprit quand tu te sépares entre 6 activités ou pas? Ou tu dis non? En fait, tu sais, ça me parle d'une situation où j'aime bien faire chier les gens là-dessus. Tu sais, tu as des gens qui refont leur intérieur comme ça et disent Ouais. Hey, viens voir, t'as vu? Ouais. C'est sympa ce que j'ai fait. Ouais. T'as vu, c'est cool, hein, c'est bien. Je sais pas, tu voulais faire quoi? C'est-à-dire que si le mec il m'a fait un salon égyptien, que tout est en égyptien et qu'en réalité il voulait donner une attitude un peu loft californien, je veux dire, bah, tu t'es un peu foiré, mec. Ouais, d'accord. Si par contre tu voulais faire de l'égyptien, oui, c'est bien. Ouais. Là, tu me demandes est-ce que je pourrais pas m'organiser mieux? Mais mieux pourquoi? Ouais. Et je ne sais pas tellement non plus répondre à ta Tu vois, question. voilà. Et ce qui me vient, j'avais une deuxième question un peu similaire par rapport à moi, mon cas aussi. Donc moi, j'ai pratiquement toute ma vie, j'ai été entouré et d'entrepreneurs d'un côté et d'artistes de l'autre. Et je le suis, tu as compris, je suis un peu les deux aussi. Besoin d'écrire en permanence, et ça, et la scène, et donc les entrepreneurs, on le sait, tu es entrepreneur aussi, tu as besoin d'une vision, tes KPI, tes métriques, d'aller de l'avant, tu as un but, il faut que tu avances, machin, et c'est vrai, 95% des entrepreneurs, tu as besoin d'une vision. Et donc je l'ai, tu vois, pour notre plateforme Humanava ou nos événements Stand Up for Passion. Et en même temps, je suis artiste. Et l'artiste, il vit sur le moment. C'est l'émotion du moment. C'est cette phrase de Soulage qui me vient en tête et que j'adore, qui est « il faut acheminer dans la vie », c'est lui qui dit ça. Il faut acheminer même vers un je ne sais quoi, qui est pour moi diamétralement opposé à la vision de l'entrepreneur. Mes potes artistes, il n'y en a aucun qui dit « dans 5 ans, je ferai telle œuvre ». Tous mes potes, sculpteurs, peintres, acteurs, metteurs en scène, écrivains, c'est quel est le prochain bouquin, le prochain film, la prochaine sculpture, la prochaine peinture. Mais personne ne voit au-delà de la prochaine peinture. Et c'est très bien dans ce qu'ils font. Mes potes entrepreneurs, par contre, ils ont, la plupart, en tout cas ceux qui réussissent, ils ont leur vision très claire à 2 ans, 3 ans, 5 ans, même si elle va... Et comment faire pour... Est-ce qu'il y a voilà, juste cette chose-là. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire à suivre plus l'un que l'autre? Ou qu'est-ce que tu as à dire quand tu entends ça? Si j'ai besoin de visser une vis, je prends un tournevis. Si j'ai besoin de planter un clou, je prends un marteau. Est-ce qu'une vision est mieux que l'autre? Ça va dépendre de l'environnement, ça va dépendre de ce qu'on veut faire. Encore une fois de plus, l'enjeu, c'est d'aller chercher... toutes les stratégies d'adaptation sont bonnes. Ok. Ça va juste dépendre de l'environnement, de la sensibilité de la personne et de l'objectif à atteindre. Donc, tu me disais cas pratique. Avant même que je fonce tête baissée sur des techniques, des optimisations de techniques, de situations, je vais chercher le bloquant. Pourquoi on voudrait privilégier une vision par rapport à une autre? Est-ce qu'une vision court terme, par exemple, j'adore faire la course à pied ou des grandes randos. Tu fais quoi comme sport? Principalement, justement, course à pied, rando, port de raquette, enfin, multisport. Paddle, comme tout le monde en ce moment. Si, je me suis flingué une cheville il y a 3 semaines au paddle. Mais non, plein de sports, en fait. J'adore me dépenser sous plein de formes différentes. Mais si je prends, par exemple, la randonnée, si je commence à me mettre au pied de la montagne et me dire c'est là-haut qu'il faut aller, je suis mort. Je vais regarder le truc, je vais être mort de fatigue. Donc je vais réfléchir en me disant où est-ce que je vais poser le pied suivant. Et tu vois, un pied après l'autre, finalement, on chemine avec simplement une boussole et un cap. Mais ça ne sera pas vrai, par exemple, en escalade. En escalade, tu as intérêt à regarder ta voie avant, à tracer, à faire des repérages, à voir le matos dont tu vas avoir besoin. Tu vois, donc, en fonction de l'environnement dans lequel on est, en fonction de l'objectif, je privilégie pas une technique ou une autre dans l'absolu, on s'adapte à l'environnement.
C'est très clair. On parlait au téléphone de quelque chose qui me tient à cœur aussi. Pour toi, c'est l'importance des désirs. Moi, j'adore de citer je ne sais pas si tu la connais, cette citation de Jacques Brel. J'encourage tous à nos auditeurs d'aller sur YouTube et d'écouter ces petits moments de philosophie de vie. Il y en a un qui dit qu'à 16 ans, l'homme, j'imagine la femme aussi pour lui, mais dans le cas, il a dit l'homme d'une façon générale, l'homme sait ce qu'il est, vers quoi elle est. Inconsciemment ou consciemment, il sait qu'il veut ou aller vers la sécurité. J'imagine la famille assez vite, et les enfants, et le CDI peut-être. Ou alors il va aller vers l'aventure, tout exploser, tout expérimenter, qui a été mon cas clairement. Ou alors il va aller dès le départ, à 16 ans, vers la réussite. Qu'est-ce que tu penses de cette phrase? Et qu'est-ce que tu penses d'une manière générale sur l'importance des désirs dans notre façon de façonner le destin? Tu vois, j'ai eu une rencontre fantastique à 18, 19 ans, quelque chose comme ça, avec Philippe Bourguignon. Oui. Je ne sais pas si tu te rappelles de Philippe Bourguignon. Rappelle-nous aux auditeurs. Philippe Bourguignon, donc gros parcours entrepreneurial. Ouais. On le connaît notamment pour avoir été à la tête de Club Med, mais également à la tête d'Euro Disney. Oui. Mais il faut savoir que ce bonhomme-là, en fait, il a commencé à vendre des pizzas en porte-à-porte en Allemagne. Excellent. Et super vendeur, top vendeur. Et du jour au lendemain, son patron le fout à la porte. Il avait quel âge? Je ne saurais pas te dire exactement, mais très jeune, je pense aux environs de la vingtaine. Et il comprend pas. Il comprend pas. Et son patron lui dit, mais t'as rien à faire là. Va parcourir le monde, fais quelque chose, bouge, mais reste pas là, t'enferme pas. Finalement, il avait des potes du côté de Marseille. Il descend à Marseille, il se met avec 3 bonhommes qui ont une idée géniale, c'est d'acheter des terrains périphériques périurbains et qui coûtent à l'époque 3 francs 6 sous, de monter des hôtels et de miser sur la croissance urbaine pour qu'ensuite ces hôtels soient bien placés. Et ça donnera plus tard le groupe Accor, avec lequel il monte. Et donc, ce bonhomme a un parcours de vie extraordinaire. Il écrit un bouquin, je crois que ce bouquin s'appelle Hop, H-O-P. Et il est en train de faire une tournée de promotion de son bouquin en France. Et je le croise à Bordeaux, où il devait présenter son livre à la Fnac, sauf qu'il y a eu un couac dans la communication. Je suis le seul dans la salle. Excellent. Et il se trouve que dans le bouquin, à un moment donné, il raconte quand il était jeune qu'il s'était pointé à un cours de philo, ils étaient que 3-4, et le prof, au lieu d'annuler le cours, est allé faire le cours à un café. Et donc, je m'appuie sur cette anecdote et je lui dis, écoutez, à l'image de votre prof de philo, est-ce qu'on peut pas aller prendre un café Et il se marre, il me dit, tiens, pourquoi pas. Et donc, en fait, je lui pose un peu une question de choix, un peu dans ce que tu viens de dire là. Qu'est-ce que vous me conseillez, moi, jeune entrepreneur, très jeune, stratégiquement, qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir essayer de trouver un chemin de vie? Et il m'a posé un peu ce même double parcours en me disant, voilà, tu as 2 grands chemins stratégiques. Soit tu vas à fond dans tes études et tu chopes un diplôme, tu essayes de rentrer dans un grand groupe, de trouver un bon poste. Tu vas avoir du coup une sécurité financière assez rapidement, un bon CE, une bonne couverture sociale, tu vas pouvoir fonder une famille, mais tu auras une croissance faible et puis un environnement très normé. Ou alors, soit tu crées ta boîte, soit tu trouves des bonhommes qui sont en train de lancer une boîte dans laquelle tu crois et tu t'investis corps et âme dedans et tu prends tous les risques. Si ça crache, tu vas apprendre des tonnes de choses. Si ça réussit, tu vas prendre des tonnes de choses. Par contre, tu n'auras pas la sécurité. Je suis resté avec ce conseil-là. Je suis rentré le soir. J'ai ruminé un peu cette idée-là, en fait. Et je me suis dit, OK, non, c'est bon. Je prends 2 chemins qui se présentent à moi. Prends toujours celui que tu ne connais pas. Il y en a un, c'est tout tracé. Je prends celui que je ne connais pas. C'est vraiment ton... Voilà. Et il faut ce moteur, en fait. Il faut cette envie, il faut cette niaque. Si, tu vois, tu parlais de cette envie profonde. Moi, c'est un sentiment de niaque. Tu vois, une envie où je me lève, à la limite, je me réveille 3 heures trop tôt en me disant, ah putain, c'est pas encore. Tu vois, et ce qui fait que j'ai jamais l'impression d'avoir bossé dans ma vie. Et si jamais je sens sur un projet que j'ai pas cette niaque, j'y vais pas. Même si ça serait ultra logique d'y aller. Quels sont tes autres... J'ai appris ce terme récemment, j'ai adoré, je suis fan de Frédéric Lenoir, tu sais, le philosophe-auteur, oui, j'adore, qui a écrit une quinzaine de bouquins, je crois que je les ai tous lus. Et le dernier s'appelle Marc Aurèle, sur l'empereur, et il parle du stoïcisme, et puis surtout des méditations que Marc Aurèle aurait laissées derrière lui, et surtout de quelque chose de très précis qui s'appelle les logos philosophie, je ne sais pas si tu es au courant de ça. C'est en fait toutes ces petites phrases qui, non seulement il est lisait à voix haute chaque matin et il est tweaké aux mesures de sa vie, de ce qu'il comprenait. Donc c'est tout ce qui, pour lui, des phrases qui faisaient sens. Ce qu'il avait compris, sa vision du monde, tu vois, de lui par rapport au monde, le monde par rapport à lui dans son écosystème, etc. Et donc moi, j'ai commencé à écrire mes logos philosophie, comme toi, le tien, là, ce qui te, pour le désir ou ce qu'on va dire, il faut que ça vibre.
quels seraient tes autres logos philosophies? Donc, ces phrases qui te tiennent, qui te cœurent. Il faut toujours suivre son instinct, le cœur. Quels seraient les autres grands adages selon Guillaume Attias? Et encore une fois, on met un bémol. C'est les tiens, ça ne veut pas dire que ça va convenir à tout le monde qui nous écoute. Mais en tout cas, c'est ceux par lesquels tu as l'impression de tenir ta route et qui te font guider, qui t'aident à guider ton chemin. J'en ai quelques-unes. Il y en a une que j'aime beaucoup qui dit on ne peut pas résoudre. Alors, c'est Einstein. C'est 2 phrases d'Einstein. La première dit on ne peut pas résoudre un problème sur le même plan qu'il l'a créé. Et ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Et c'est la nature même de l'approche qu'on travaille. C'est-à-dire que la raison nous amène et nous enferme dans une situation. On ne peut pas rester dans la raison si on veut résoudre la situation. Et c'est là qu'on plonge en plein cœur du cerveau pour comprendre les états de tension qui ont amené ce problème-là, au-delà de la raison. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je m'applique en permanence à essayer de mettre en œuvre tout le temps. À chaque fois que je vais aborder une situation, je vais essayer d'aller sur un autre plan que la situation qui est bloquante. Une autre, c'est à croire qu'à toujours faire la même chose, on pourrait s'attendre à un résultat différent, ce qui est faux. Complètement faux. Bien évidemment, et si on veut que les choses bougent, il faut bouger des choses. Donc ça, c'est un autre principe fort que je garde en tête en permanence, c'est d'essayer de ne jamais faire 2 fois la même chose de la même manière. Pour la blague, je suis obligé de me raser le crâne, parce que je suis un faux chauve. C'est-à-dire que je suis chauve, mais que du dessus. Et donc, je suis obligé de me raser le crâne. Merci pour nous. Désolé, je tombe. Depuis tout à l'heure, est-ce que tu es un vrai ou tu es un faux chauve? Est-ce qu'il met une perruque de chauve? Donc, je suis obligé de me raser le crâne tous les jours. Eh bien, je vais me raser le crâne de façon différente chaque jour. Je ne veux surtout pas ritualiser les choses. C'est ça, je vais attaquer soit par un côté, soit par l'autre, soit de façon horizontale. C'est une question que je pas imaginé de poser à l'avance. Donc, mais tu vois, toujours essayer de faire les choses un peu différemment pour essayer de découvrir un point de vue différent. Et des fois, on a des surprises. Des fois, on se coupe. Ça m'est arrivé tout à l'heure d'ailleurs. Mais des fois, on apprend des choses. Et tu vois, ça, c'est vraiment faire toujours un peu différemment. Ça, c'est quelque chose qui est fondamental. Tu vois, par exemple, tu connais le principe, quand on fait des conférences, on a quand même des structures qui reviennent de façon hyper régulière. Mais par exemple, moi, j'ai aucun texte écrit dans le dur. Jamais. Je vais essayer de le faire un peu différemment à chaque fois. Pareil pour moi. En sentant un peu la scène, la foule. Est-ce que les gens rentrent vite dedans? Est-ce qu'ils participent? Est-ce qu'ils rigolent? Est-ce qu'ils sont méditatifs? Tu vois, j'aime bien toujours venir travailler un peu différemment les choses. Alors que j'ai un copain, je ne peux pas le nommer bien sûr, je l'ai vu il y a quelques jours, qui fait 100 conférences par an, exactement la même, je ne sais pas comment il fait. C'est une machine de guerre. Moi, je ne pourrais pas. Je meurs. Donc ça, voilà, ça en fait partie. Et après, il y a un autre principe qui va chercher un peu plus loin, qui vient du zen, qui dit, si tu observes une fleur, une chose est sûre, c'est que tu n'es pas la fleur. Ok. Et là, tu te dis, ok, les mecs, ils ont encore fumé. Ils ont fait un 3 feuilles. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que si on peut observer nos pensées, une chose est sûre, c'est qu'on n'est pas notre pensée. On est celui qui crée la pensée. Ce qui fait que lorsque, je sais, grâce aux neurosciences, je sais que tout ce qui m'entoure n'est qu'une représentation, une illusion de mon cerveau. Et donc, ce que je suis en train de vivre, aussi difficile soit-il, je sais que c'est mon cerveau qui le crée. Et ce que je suis en train de vivre, je peux avoir, en l'observant et donc en me dissociant de ce que je vis, alors je vais créer un espace qui me permet de pouvoir transformer ça. Et c'est pour ça que cette mécanique-là de mise en distance, de transformation et surtout de responsabilisation de ce que je vis. Parce que c'est facile de dire, ouais, mais c'est le contexte, c'est la situation, c'est un mec m'a roulé sur le pied, je pouvais pas... Oui, mais la gestion de la douleur, le rapport à la douleur, j'en suis responsable. Et donc cette phrase-là, qui peut être bête et méchante, qui dit « si tu observes une fleur, une chose est sûre, c'est que tu n'es pas la fleur », m'oblige, je me le répète très souvent, pour me remettre en distance et en responsabilité de ce que je vis. Pour ceux d'entre nous qui sont assez ADHD/hypersensibles, tu n'aurais pas de conseils d'une manière générale pour être encore plus... productif dans la vie, je suis assez, on va dire, mais je vais à une conférence pour la première fois, je dis dans quelques jours là-dessus. J'ai jamais été assister à une conférence, j'ai jamais lu un seul bouquin là-dessus sur la vie parce que je suis assez moi, mais on vient assez en permanence vers moi, d'autres gens qui sont un peu comme moi, multipotentiels, je sais pas si ce terme est vraiment approprié, mais qui sont intéressés par plein de choses, les multipassionnés. Je préfère multipassionné qu'autre chose, hypersensible. Est-ce que tu aurais des conseils de manière générale pour ce type de personnes
ou pas, ou si je t'entends, ça sera plus par rapport à leur objectif particulier, mais tu n'as pas de conseils en général ou tu en aurais quand même pour organiser leur vie? Le premier conseil, c'est que l'étiquette qu'on vous a collée ou vous êtes collé sur le front, vous l'arrachez. J'espère que ça collait bien et que ça fera mal, comme ça évitera de vouloir s'en remettre une sur le front, et vous mettez ça au feu. Okay. On enlève les étiquettes. Il y a des modes, qu'on soit clair, ça fait 20 ans que je vois passer des modes. On a eu les zèbres, on a eu les HPI, on a les TDAH, on a les... Quand on me demande si je suis HPI, je dis je suis surtout H-I pour moi. C'est ça. J'ai aucune idée si je suis HPI. Ce que je sais par contre, je sais dans quel cas je suis H-I. J'ai un peu moins que les autres, ça je peux vous le dire. Moi je m'amuse à dire que HPI c'est hôpital psychiatrique intensif. Mais au-delà de ça, je ne renie pas qu'il y a une réalité derrière. Attention, je comprends. C'est le fait de l'étiqueter. Oui, je comprends. C'est plus ça qui me pose un problème. Donc déjà, de virer l'étiquette et de considérer qu'on a un mode de fonctionnement peut-être un peu particulier, qui ne fait pas qu'on est mieux ou moins bien ou quoi que ce soit que les autres, mais qu'on a d'autres outils, d'autres façons de s'adapter à nos environnements et d'écouter notre sensibilité à ça. Okay. Voilà, aussi simplement. Moi, un truc qui m'avait aidé à l'époque, il y a une vingtaine d'années, je voyais un psy et je disais, comment je fais avec toutes mes idées, on ne parlait pas de diagnostic à l'époque, mais juste j'ai trop d'idées tout le temps en permanence, et lui m'avait aidé, en tout cas ça peut peut-être aider nos auditoires, il m'avait déculpabilisé en disant juste tu prends plein de cahiers, tu vas pas te forcer à avoir une seule idée, t'es comme ça, t'es né comme ça, tu as plusieurs cahiers en face de toi et juste tu notes. Et depuis 20 ans, j'ai je ne sais combien de cahiers, des dizaines de cahiers, j'ai des centaines de dossiers ouverts, j'ai peut-être plus de 1000 dossiers ouverts. Voilà, je pense à ça, je le note, et j'y reviendrai à un moment, peut-être dans 5, 10, 15, 20 ans. Maintenant, je me sens plus coupable. Ça te parle, ce genre de technique ? Ça me parle énormément. Alors, pareil, j'ai des tonnes de cahiers partout, c'est hyper important d'avoir des cahiers. Et alors là, pour le coup, il y a un petit truc organisationnel que moi, j'utilise énormément. C'est... Je pointe les choses quand elles viennent. Par contre, j'ai mon planning à côté. Et mon planning, c'est ce que j'appelle ma partition de vie. Dans cette partition de vie, je dédie des plages horaires à différents rôles. J'ai un rôle en tant que père, j'ai un rôle en tant que professionnel, j'ai un rôle aussi en tant qu'époux, j'ai un rôle en tant que fils d'eux, etc. Donc, tu vois, j'ai un rôle social, etc. Et je dédie des plages horaires dans mon planning à chaque rôle. Très bien. Et en fonction des idées que j'ai, et je vais venir les positionner comme étant des tâches de réflexion dans les rôles que ça incombe. Et je ne fais que dérouler mon planning pendant la journée. À la seconde où une posture est terminée, je m'arrête net. Ça, c'est une question que j'ai. Par exemple, alors je pense que savoir. L'autre jour, on a pris quelques jours de vacances et mon cerveau était en train de carburer parce que depuis quelques semaines, j'étais dans la re-attaque de certaines leads. Et donc, dès que je coachais pas une conférence, j'étais au téléphone, envoyais des emails, etc. Ce que fait tout bon entrepreneur. Et à un moment donné, j'arrivais même pas à faire on était dans l'avion, mon cerveau était en train de continuer à carburer. Qui je dois appeler, qui je dois emailer, c'est pas la première fois que ça m'arrive, mais ça arrive peut-être pas souvent. Je me dis, qu'est-ce qui se passe là ? Et c'était ce truc, bon, ça m'a mis j'ai peut-être au bout d'une heure, mais j'ai trouvé ça marrant. Enfin, j'imagine, c'est comme quand tu fais du sport, la nuit, tu dois en train de faire du sport. Mais est-ce qu'il y a un moyen mémotechnique pour les gens qui nous écoutent sur comment switcher ça ou par exemple, je sors d'un coaching, ou je sors d'un coaching, je sors d'une conférence, et parfois, ou un team building tellement donné, et j'ai absolument plus rien, j'ai tout donné et je sais même plus comment faire avec le reste de la vie. On me demande d'aller en dîner et tout, j'ai plus rien à donner, plus d'énergie, ce qui est normal, mais parfois il faut quand même que je reste un peu avec les gens ou pas, et je ne sais plus de faire j'ai tellement donné sur un domaine et me remettre d'un autre. Il y a cette part de transition qui est parfois très difficile, moi, après un coaching ou un team building ou une conférence. Qu'est-ce que tu aurais des tips à donner pour ceux d'entre nous, comme ça, qui sont dans un truc qui te demande l'essentiel de ton cerveau, et au moment où tu switches, comment tu fais ? Alors, il y a deux choses là-dedans. Pour passer d'une posture à une autre, il faut rester dans l'action. Donc, on reste dans l'action. Tant que tu as une action, tu restes totalement concentré sur le moment présent. The end. Ça, c'est OK. Par contre, tu vois, quand tu disais que tu étais dans l'avion, et que là, ça se mettait à tourner, à moins que tu avais quelque chose de particulier à faire dans l'avion, mais laisse tourner.
D'accord. En fait, c'est important que ça tourne. C'est D'accord. la façon qu'a ton cerveau de traiter les informations, de chercher des solutions, de venir projeter un avenir, de combiner des éléments. Parce que ton D'accord. cerveau essaye de mettre en cohérence plein de choses. Ok. Et donc, c'est un rythme, c'est ce qu'on appelle un régime de base. Et donc, il tourne, il produit de la matière. Régime de Et base. il je teste. connaissais pas, Ouais, c'est le j'aime régime bien de ça. base, le régime attentionnel de base. Ok. Donc, c'est de l'électron libre, c'est une boucle automatique. Et il faut la laisser faire, il ne faut pas chercher à la court-circuiter. Donc ça, c'est déjà Ok. accepter ce moment-là. Tant que tu, entre guillemets, tu peux te permettre d'avoir l'esprit qui vagabonde. Ok. Si par contre, tu as quelque chose à faire, Ouais. non, on reste focus. Ok. On reste concentré. Pour rester concentré, tu vois, tu as donné un coaching, tu es à fond, où tu sors de scène et Ouais. on a ce moment où Ouais. tu as les endorphines qui sont Ouais. libérées à mort, on a ce moment de flottement. Ouais. Soit on a encore de l'énergie pour pouvoir rester concentré, Ouais. et dans ce cas-là, on reste dans l'action, même si on est dans l'échange avec les gens, que Ouais. c'est moins intensif, Ouais. mais n'empêche qu'il faut être présent et avoir cette envie profonde en fait, Ouais. d'aller à la rencontre de Bien l'autre, sûr. pas simplement faire acte de présence, mais Ouais. je vois la façon dont on interagit, Ouais. tu es vraiment entier dans la Je relation suis humaine. entier ou je peux C'est pas ça, Je voilà. ne peux pas être à moitié, moi. Mais voilà, c'est ça l'idée. C'est pas chercher à faire simplement Ouais. acte de présence. Je peux Vaut pas. mieux Ouais. se poser, Ouais. Ouais. on se prend une demi-heure, le Ouais. temps que les endorphines se calment, Ouais. que les choses s'apaisent. Une fois que les endorphines, parce qu'en fait c'est un pic d'endorphines, donc ça vient nous shooter, Ouais. un peu comme quand on a fini de courir, tu vois, tu fais un gros footing et puis tu as pris une bonne douche bien chaude, tu te poses dans le canapé, là, tu as ce moment un peu de coup de barre, on Ouais. pourrait presque taper une sieste. Bah, c'est un peu la même chose, c'est la même chose qui se passe en fait. Il faut juste laisser passer le temps d'endorphine. Il a un rôle, c'est de ramener notre corps au repos pour pouvoir retrouver de l'énergie, c'est son job. Donc on l'accepte, on passe ce temps-là et on se rend disponible une fois que l'énergie revient. Ok. Mais on n'essaye surtout pas de faire du tiède. Ok. Il n'y a rien de plus mortel que ça. Ok, super. Je te disais juste avant qu'on commence le podcast, moi, il y a quelque chose qui me passionne en fond, en fond, c'est-à-dire que je vais vraiment m'y mettre dedans à un moment, peut-être à 70 ans, je te disais, c'est les archétypes. Je suis passionné, j'ai l'impression de revoir tout le temps les mêmes personnes, tout le temps. Quel que soit le pays, là, c'est une énergie, c'est même souvent un look associé à une énergie. Putain, j'ai vu cette même femme, j'ai déjà vu, je sais pas dans quel pays, je sais plus son nom, où j'ai vu ce mec, je l'ai déjà vu. Il a une différente gueule, il a un différent nom, mais je l'ai déjà vu, j'ai déjà parlé avec lui. C'est même pas je parle pas du déjà vu, Ouais. c'est la même type de personne, c'est pas la même conversation. Est-ce que toi, tu as réfléchi sur les archétypes et qu'est-ce que tu as à me dire sur déjà tous les, que ce soit l'énéagramme ou toutes sortes d'archétypes, l'astrologie ou je ne sais trop quoi. Est-ce que tu as réfléchi Est-ce que tu as réfléchi dessus justement parce que moi aussi j'ai toujours dit il faut pas donner d'étiquette, pas donner d'étiquette. Puis là à force de contact, je suis comme peut-être un hypersensible avec tout ce que je lis dessus ou tout ce que j'entends, et même moi je suis contre les étiquettes. Mais force est de constater qu'il y a des archétypes quand même, des mêmes bonhommes qui reviennent aux mêmes bonnes femmes. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus en neurosciences? On est ce que l'on fait. Ok, on est ce qu'on fait et on fait ce qu'on est. Et lorsqu'il y a un écart entre les deux, il y a ce qu'on appelle une dissonance cognitive. On ne supporte pas ça, donc on doit corriger un des deux. Okay. Mais ce qui est important, c'est de comprendre qu'on est ce qu'on fait. Et ce qu'on fait, c'est la résultante d'états de tension. Ces états de tension sont créés par des désirs. Ces désirs sont des addictions à certains neurotransmetteurs. Mais les neurotransmetteurs, il n'y en a pas une infinité. Il y a la dopamine, il y a l'ocytocine, il y a la sérotonine et il y a les endorphines. Répète ce que c'est chacun d'entre nous. Dopamine, c'est tout ce qui va être lié à la tension quand tu croques dans un carré de chocolat, la satisfaction physiologique. Lorsque tu es mort de fatigue, que tu fermes les yeux, tu fais « Ah, ça fait du bien ». Tout ça, c'est de la dopamine. Lorsque tu atteins un objectif, « Yes, tu as réussi ». Tout ça, c'est de la dopamine. L'ocytocine, c'est le lien social. Le besoin d'être au contact de l'autre, la puissance d'un câlin, une poignée de main, le partager des ressources, tout ça. Tout ça, c'est ce qui va créer le lien social, c'est l'ocytocine. La sérotonine, c'est ce qui te permet de te sentir être et exister. Quand tu te prends un gros shoot aigu de sérotonine, de pic de sérotonine, tu te sens fier. Putain, tu te sens bien, tu te sens à ta place, tu te dis yes, tu te sens en puissance. Quand le shoot est maintenu dans le temps de façon modérée mais constante, c'est ce qui va te permettre de ressentir du bonheur. À l'inverse, si tu n'en produis pas assez, tu vas rentrer en dépression. Et si tu n'en produis encore pas assez, il y a un risque d'intégrité physique. Et donc tu dis qu'il y aurait que ces 4 neurotransmetteurs. Ça ne tient qu'à ça. Et donc et par rapport à ça, des cocktails. Ouais. Et donc par rapport à ça, tu me disais. Et bien après, c'est des cocktails ouais, de sensibilité. Ouais.
Et donc, tu vas retrouver, par exemple, un archétype, entre guillemets, de personnes qui ont fortement besoin de sérotonine. Dopamine ou de sérotonine. Exactement. Donc, tu veux dire quoi? Les archétypes, ce serait basé sur j'ai besoin de, je sais pas, 80% de sérotonine et 20% de dopamine. Pour certains, l'autre, c'est 70-20, c'est ça? Exactement. C'est ça. Alors, on ne peut pas le généraliser à toutes les situations, parce qu'en fonction des situations, on va avoir des sensibilités différentes. C'est pas pour nos neurotransmetteurs. Et ce qui fait que lorsqu'on regarde aujourd'hui tous les outils empiriques de profilage, qui vont te donner du jaune, du vert, du bleu, si on parle des profils disques, si on regarde le ProcessCom, ou le MBTI, ou les anagrammes, etc. Eh bien, en fait, on retrouve tous les cocktails que l'on a liés à ces états de tension qu'on a étudiés au sein de BMO. Donc, toi, juste, c'est-à-dire, est-ce que consciemment ou inconsciemment, quand tu rencontres quelqu'un, travailles avec quelqu'un, tu te dis, il est dopamine, sérotonine... Oui, à un instant T. Oui. En fait, oui, et c'est devenu automatique. Mais je le regarde à un instant T et je l'étiquette surtout pas. Donc tu le regardes juste à l'instant T. Je me dis là, il a besoin de sérotonine et selon telle forme de sensibilité. Ok, donc tu regardes ce qu'il est, qu'est-ce qu'il a besoin ensuite. Exactement. Okay. Mais à un instant T. Oui, donc surtout, je ne m'enferme pas, je lui colle pas d'étiquette. Pour toi, on n'est que à un instant T pour toi. Exactement. On n'est jamais. Regarde, quel est ton plat préféré? Je vais dire épinards, je sais pas pourquoi, je suis pas un les épinards. Sushi. Les sushis. Les sushis. Tartare aussi, je suis pas. Un tartare. Tarte de citron, pas mal aussi. Tartare de citron. Tarte au citron. Tarte au citron. Allez, une tarte au citron ou le tartare de citron. Eh bien, tu sais quoi? Je te réveille à 4h30 du mat, comme ça, t'es encore embrumé, comme ça, je te le dis, tiens, vas-y, t'en manges là? Vas-y, maintenant là? Non. Voilà. Pourtant, t'adores ça. Ouais. Eh bien, en fonction du moment, on ne recherche pas la même chose. Okay. Eh bien, en fonction des moments, on va avoir besoin de plus d'ocytocine, plus de lien social. En fonction d'autres moments, on va avoir besoin de plus de sérotonine, de se sentir reconnu dans ce qu'on revendique être. Ouais, enfin, quand même, c'est là où je veux te mettre un peu, pas au pied du mur, mais les ingénieurs, par exemple, je les adore, je les connaissais pas jusqu'à il y a 10 ans, jusqu'à ce que je travaille un peu avec le milieu de la tech, je les connaissais pas. Pour moi, c'est des êtres loin, très différents de ce que je suis, bourrés d'émotions. Ça fait 10 ans que je travaille avec eux, en tant que coach, en tant que... on va dire 30% du temps, je ne sais pourquoi, je suis employé par les boîtes de technologie pour amener mes coaching conférences. C'est quand même un petit peu différent. Ils ont moins... Alors maintenant, je les respecte vachement plus au niveau intellectuel. Maintenant, je me dis, c'est vraiment génial. T'es ingénieur, t'as étudié entre 18 et 22 ans ces mécanismes. Ils ont une façon de décortiquer. Maintenant, je les admire, ces gens-là, intellectuellement. Mais on est quand même... C'est fondamentalement différent. Enfin, la plupart, ils ont quand même moins besoin d'émotions, de dopamine que moi au jour J. Ils ont quand même pas besoin. Ils ont besoin de dopamine, mais ils vont avoir une stratégie de production de sérotonine qui est bien particulière. C'est-à-dire? Ils vont chercher une reconnaissance par eux-mêmes. Oui. De qui ils sont. Pas par l'extérieur. Pas par l'extérieur. Jamais. Ma femme est comme ça. Je lui dis toujours qu'elle peut être ingénieure. Elle est pas forcément d'accord, mais elle est comme ça. Elle a besoin. Pas jamais, mais de façon de récurrente. Validation extérieure. Voilà. Et donc, c'est une stratégie de production qu'on va retrouver énormément chez les personnes qui ont, par l'enfance, etc., développé ce type de stratégie en fait, d'adaptation pour pouvoir se prendre des shoots. Parce que le but du jeu, en fait, c'est de tout le temps maintenir un certain taux de concentration dans notre organisme. Donc, tu veux dire, c'est par rapport à la façon dont, je sais pas, ils recevaient de l'amour ou pas de leurs parents, c'est pas ça? Par exemple. Par exemple, la relation de reconnaître. Alors l'amour, c'est un peu particulier. C'est plutôt l'amour, c'est vraiment particulier. Parce que nous, on a eu quand même le même type de parents, pas tellement de reconnaissance. Ouais. Ils étaient pas un peu indifférents, moi et elle. Et pourtant, on est très différents. Mais très différents. Mais toi, tu as pris une stratégie sérotoninergique exogène, c'est-à-dire la reconnaissance des autres. On le voit avec les métiers de la scène, les mises en avant, les podcasts, etc. Et pour ta chère et tendre, elle a cherché plutôt une stratégie de reconnaissance endogène. Ouais. Et donc, ça nous donne des stratégies d'adaptation, de mise en mouvement qui vont être différentes, mais la résultante est la même, c'est un besoin de sérotonine. D'accord. Pour toi, c'est juste d'accord. C'est juste le besoin d'avoir, il y a un certain niveau de sérotonine nécessaire pour pouvoir se sentir bien, et donc des stratégies différentes d'adaptation, de production de sérotonine. D'accord, donc c'est juste, on a tous besoin au départ, autant pour toi, si je comprends bien, tu me dis, de sérotonine, d'oxytocine, de dopamine. En fonction de doses, on en a tous besoin, mais dans des dosages, des dosages différents. Dans un dosage différent. Créer notre sensibilité. Sachant que plus on en a, plus on en veut. Donc, si je reviens à mon exemple, est-ce qu'un ingénieur a un besoin différent de dopamine, de sérotonine? Oui, en termes de... Après, sur la dopamine et l'ocytocine, j'en sais rien. D'accord. Mais sur sa sérotonine, je ne sais pas à quelle intensité il va en avoir besoin. Certains ont besoin d'aller chercher le Nobel ou autre, ou des réalisations incroyables, parce qu'il y a un très fort besoin de sérotonine. Mais par contre, leur stratégie à eux, c'est de se reconnaître, de produire quelque chose dans lequel ils peuvent se reconnaître dans ce qu'ils ont réalisé, sachant qu'ils seront éternellement insatisfaits. D'accord. Parlons surcharge mentale. Je sais que c'est un de tes trucs et je sais que c'est le truc du moment en ce moment.
Comment faire avec le mal de notre époque, la surcharge mentale? La surcharge mentale, par définition, c'est une surcharge. Ok, c'est pas un certain niveau de charge. Ça peut être, par exemple, j'aime bien prendre l'exemple de la barre de développé couché. Toi, t'es carré, t'es costaud. Je te file une barre de développé couché, j'en sais rien, de 80 kg. Tu vas pouvoir le faire. Moi, tu me files une barre de 80 kg, je meurs étouffé. Pourtant, la charge est la même. D'accord. Ce qui va être une charge pour toi peut être une surcharge pour moi. Okay. Est-ce qu'on peut modifier la charge dans nos environnements? Non. Qu'on soit clair, au boulot, à moins de révolutionner tout un système, on ne peut pas modifier les charges. Alors comment on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on développe le muscle. Okay. C'est-à-dire de faire en sorte aujourd'hui que ce qui est une surcharge passe au statut de charge. Or, qu'est-ce qui va créer la surcharge? C'est l'incapacité que va avoir le cerveau à avoir suffisamment d'énergie pour traiter l'ensemble des informations. Donc, si on veut dépasser la surcharge, il faut développer notre capacité à produire de l'énergie pour pouvoir gérer la charge. Comment le faire? Alimentation, hydratation, sport, respiration. Et mon manqueur. Alimentation, hydratation et sommeil. Sommeil. Voilà. Et les mettre en synergie. Okay. Qu'est-ce que tu voudrais, le dernier mot, tu voudrais, sur l'ensemble des choses que tu as dit, quelle est la chose la plus importante à faire pour utiliser au mieux notre cerveau pour devenir la meilleure version de soi-même? Ce serait quoi? Arrêtez de chercher des techniques, concentrez-vous et allez à la découverte de qui vous êtes. Okay. C'est le principal. Des techniques, il y en a des milliers. Vous êtes unique. Donc concentrez-vous sur ce qui est unique en vous. Okay. Super, deviens ce que tu es. Merci. Avec grand plaisir. Merci à toi pour tout ce moment et à tous ceux qui nous ont écoutés. Merci.